Bienvenue sur Canal 3 Bénin. Sa voix, vous l'entendez sur Radio France Internationale tous les samedis matins dans Ça fait débat avec Wati. Son visage, lui, par contre, vous est sûrement peu familier au Bénin. Et pourtant, ça fait maintenant plus de 5 ans que ce Béninois, à travers son TikTok basé au Sénégal, essaie de porter le débat sur la gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest. Ce dimanche, Zone Franche, votre émission dans cette nouvelle saison, reçoit pour vous le docteur Gilles Olakunle Yabi, analyste politique, économiste. Il a travaillé pendant 7 ans comme analyste politique principal, puis comme directeur du bureau Afrique de l'Ouest de l'International Crisis Group, une organisation internationale non gouvernementale qui œuvre pour la prévention et la résolution des conflits armés. Docteur Yabi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons décrypter l'actualité africaine avant de parler de votre travail de recherche sur le Bénin ou à travers le site beninpolitique.org. Vous vous intéressez entre autres aux dynamiques locales et à la valorisation de tous les départements de notre pays. Eman Niaboussou m'accompagne comme d'habitude dans cette émission. Eman, bonjour. Bonjour André Doussa, Gilles Yabi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Nouveau sommet, nouveau format, nouveaux enjeux également, nouveaux acteurs et nouvelles thématiques. Le sommet Afrique-France s'est tenu à Montpellier. Est-ce que ce sommet a finalement permis de faire le point d'étape des principales priorités africaines quant à ses relations avec la France? Alors d'abord, bonsoir et je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous regardent et je vous remercie de l'invitation qui m'a été faite et je vous félicite pour la reprise de cette émission. Alors le sommet Afrique-France à Montpellier a fait beaucoup parler. Est-ce que cela a permis d'avoir des avancées importantes dans les relations entre le continent et la France? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était l'objet de ce sommet. En réalité, je pense que d'ailleurs l'erreur principale, c'était probablement de l'avoir qualifié de sommet, puisqu'on s'attend, disons, à des relations d'État à État. Les sommets qui était d'abord France-Afrique avant d'être renommé Afrique-France, existe depuis longtemps. Évidemment, il s'agissait de sommets entre les chefs d'État français et les chefs d'État africains. On peut avoir beaucoup de réserves sur cette formule et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, notamment les jeunes, ont beaucoup de réserves sur le fait de continuer ce type de sommet. Mais je crois que cette année, la volonté du président Macron était de faire une sorte de nouvelle formule. Mais dans la nouvelle formule, je pense qu'il aurait fallu parler d'un forum, d'une rencontre. Et pas de sommet. Et pas de sommet, puisqu'il s'est agi d'une rencontre entre le président français et un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, parce que lorsqu'on parle de jeunes, en fait, ce n'était pas des tout jeunes, nécessairement. Ce sont des entrepreneurs, des acteurs de la société civile qui ont été invités par la France officiellement et donc qui ont une conversation avec le président français. Donc évidemment, il n'y a pas d'engagement et donc on est assez loin d'un sommet de chefs d'État entre, disons, le continent africain et la France. Sommet ou rencontre, les deux ont un dénominateur commun, c'est Afrique-France. Alors, la France, face à la montée de ce sentiment anti-français en Afrique, notamment au sein de la jeunesse africaine, avec en toile de fond ce patrimoine mémoriel, se bat, elle multiplie les stratégies pour essayer de colmater les brèches. Alors, la légendaire France-Afrique a laissé place à une nouvelle terminologie, on parle de Afrique-France. Pourquoi, comment comprenez-vous ce changement intervenu à ce niveau-là? Alors, en réalité, ce n'est pas seulement maintenant qu'il y a eu le changement, le fait de mettre Afrique devant la France. Ça ne date pas de cette année. C'est une approche qui a été poursuivie depuis quelques années maintenant. Et au-delà, la nature, disons, de la politique française à l'égard du continent ne cesse d'évoluer. Il y a quelques années, un président français qui disait qu'il n'y avait pas de politique africaine de la France. Bon, ça n'a pas de sens. Évidemment, il y a une politique africaine de la France, comme il y a une politique de la part des puissances, qu'elles soient grandes ou moyennes, à l'égard de toutes les régions et de tous les pays où ils ont des intérêts. Je crois que du côté français, il y a clairement la réalisation, bien entendu, que quelques décennies maintenant après les indépendances des pays d'Afrique francophone, il y a la réalisation qui a, je dirais pas forcément une montée d'un sentiment anti-français, mais en tout cas il y a une remise en cause d'une influence politique et économique dans un certain nombre de pays. Et je crois qu'il faut aussi, et ça me semble être très important, lorsqu'on regarde les statistiques du commerce extérieur français, beaucoup s'attendraient à voir par exemple la Côte d'Ivoire très haut
haut placé. En réalité, lorsqu'on regarde les relations commerciales entre la France et l'Afrique, on voit finalement dans les 5 premiers pays, aucun pays du précaré, en tout cas d'Afrique de l'Ouest et du Centre. On voit essentiellement les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et ensuite le Nigeria et l'Angola pas loin derrière. Et donc, ça montre bien que ça montre que la France, eux, ils ont compris, je dirais, depuis longtemps qu'il fallait diversifier, évidemment, leurs partenaires, y compris au niveau du continent. Et évidemment, en Afrique francophone, la France a perdu beaucoup de parts de marché, parallèlement avec la venue de la Chine, de la Turquie, de différents acteurs. Vous semblez faire l'impasse sur cette réalité qui est qu'aujourd'hui, l'influence française baisse au profit d'autres nations, d'autres puissances moyennes ou grandes telles que la Turquie, la Russie, la Chine. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Je disais que justement la France avait perdu des parts de marché en Afrique francophone, dans son précaré, face à la montée de ces acteurs que vous venez de citer. La Chine, évidemment, est la deuxième puissance mondiale. Elle a les moyens d'une présence très forte et évidemment, cela va se poursuivre. Mais je crois que ce qui me semble être important à souligner, c'est que la focalisation sur les seules relations entre la France et les pays d'Afrique anciennement colonisés par la France, cela me semble nous distraire un peu trop de la concentration que nous devons avoir sur nos priorités et sur le fait que nous sommes dans le monde. Et de toute façon, dans ce monde-là, toutes les puissances, la France y compris, dans ce monde-là, les puissances défendent leurs intérêts. Et les autres aussi, d'ailleurs. Les priorités, on va en parler. Si vous permettez, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Alors, pourquoi, au nom de quoi, un pays, fut-il une puissance, peut-il se réunir, rencontrer toute une jeunesse d'un continent sur son territoire? Comment cela peut-il s'expliquer? C'est une bonne question. Mais je dirais... quand on est invité, on accepte ou on décline l'invitation. Ça, c'est le premier élément. Et je rappelle que jusque-là, on avait des sommets de chefs d'État africains avec la France. Donc, je dois dire que, pour moi, la question devrait s'adresser d'abord aux chefs d'État africains. En l'occurrence, cette fois-ci, la France, le président français a invité des jeunes, plusieurs dizaines de jeunes identifiés par les ambassades et les agences, disons, françaises dans ces pays. Évidemment, une puissance, elle essaye non seulement de penser au court terme, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Et en se projetant dans l'avenir, elle essaie d'identifier dans les pays les personnes qu'elle identifie comme pouvant jouer un rôle important dans un futur finalement assez proche, et notamment les jeunes entrepreneurs sur le plan économique et les acteurs de la société civile sur le plan politique, parce qu'on se rend bien compte, et la France aussi, que notamment dans les pays d'Afrique centrale où on a des chefs d'État au pouvoir depuis des décennies, à un moment donné, ça va finir par changer. Donc, évidemment, en se projetant, la France essaie de tisser des liens avec ces acteurs plus jeunes qui vont jouer un rôle important. Pour être tout à fait honnête, les États-Unis font la même chose à travers des programmes qui sont beaucoup plus discrets, qui sont faits différemment. La France n'arrive simplement pas à se défaire de sa tradition un peu impériale on le voit avec le président Macron, dans sa manière de faire, on est dans la tradition finalement d'une démocratie française qui est certainement peut-être la plus proche aussi de pratiques un peu monarchiques. Donc c'est le président qui se met en avant. Mais au-delà de ça, à nouveau, je reviens à votre question. S'il y a une remise en cause, elle doit venir du continent africain. Personne n'oblige les chefs d'État. De sa jeunesse ou du continent en général? La jeunesse africaine ou du continent, ou des chefs d'État africains? Je pense qu'il ne faut pas isoler entre les jeunes, les moins jeunes, etc. Je crois qu'on doit être dans l'unité. Et ça veut dire ne pas opposer la jeunesse aux autres catégories de la société. Je rappelle que les chefs d'État, en tout cas normalement en démocratie, sont censés représenter les intérêts de leur population. Et comme nos populations sont à 60-70% des jeunes, ça veut dire que les chefs d'État et de gouvernement africains doivent avoir à cœur les intérêts de leur jeunesse. Et aussi les intérêts, je dirais, les demandes symboliques de cette jeunesse qui a envie aujourd'hui d'affirmer, disons, un peu plus d'autonomie par rapport notamment à la France, en ce qui concerne l'Afrique francophone. Et donc oui, dans ce registre-là, je crois qu'il ne faut pas opposer les jeunes et les gouvernants, mais il faut absolument mettre le doigt évidemment sur la responsabilité des gouvernants, puisque c'est eux qui décident. Ce sommet a été de genre radicalement nouveau, il n'y a pas eu de chef d'État. Est-ce que ce n'est pas une manière pour la France de revoir ses relations avec l'Afrique, en convoquant juste sa jeunesse?
Alors, je dis à nouveau que la France anticipe. Elle essaye de sauvegarder les parts de marché, elle essaye de conserver une place importante dans les pays, disons, anciennement du précaré, mais je le répète, elle a aussi une démarche depuis plusieurs années en direction des pays anglophones. Évidemment, les pays pétroliers comme le Nigeria et l'Angola reçoivent le plus d'investissements directs étrangers français sur le continent, bien loin devant le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, il est clair qu'elle essaye, elle, de jouer sur tous les tableaux à la fois. Et évidemment, la France a aussi une grande partie de son économie en réalité, est quand même d'abord lié à l'Europe et lié à d'autres régions du monde. Donc, oui, il y a un nouveau format, mais il ne faut pas oublier que le président Macron, il est président pendant au maximum 2 mandats. Et donc, le fait qu'il inaugure une nouvelle formule ne signifie pas qu'on ne va pas revenir au format plus traditionnel après. De toute façon, en invitant cette jeunesse africaine, vous l'avez dit, ces jeunes-là, ce sont des entrepreneurs, des membres de la société civile, des influenceurs, des blogueurs, etc. Ces jeunes ont en commun avec Macron une certaine liberté de ton, ce que mon confrère Jérôme Kassa appelle la forte gueule, sans aucun égard, ni pour les âges, ni pour les titres. Ce ne sont en réalité pas, ce sont ces jeunes qu'on voit dans les pays, nos pays, barouder, en tout cas challenger les pouvoirs. En tout cas, ce n'est pas une jeunesse alignée qu'il a invité. Absolument. Alors, ce faisant, ne court-il pas le risque de se retrouver dans le collimateur de nos chefs d'État, en tout cas de froisser un peu leurs égaux, ces chefs d'État africains? Oui, mais je pense à nouveau que le président Macron a eu le temps de préparer cette rencontre. Et je rappelle aussi que cette rencontre a été plusieurs fois décalée. Parler par beaucoup de chefs d'État, les prévenir. Oui, évidemment. Je veux me réunir avec vos jeunes. Hein. Évidemment, évidemment. À nouveau, la France a des ambassadeurs et une puissance organisée. Quoi qu'on dise, ce sont des États qui sont organisés, qui ont des services et évidemment qui anticipent également, disons, les risques associés à ce type d'initiative. Donc oui, je pense que certains chefs d'État, malgré tout, ont dû être frustrés puisque, au fond, les jeunes ont pu directement les mettre en cause publiquement. Mais je crois aussi que, à nouveau, du côté des chefs d'État africains, aussi la relation évolue beaucoup en fonction, bien sûr, des pays. Ces chefs d'État regardent beaucoup plus aussi aujourd'hui vers d'autres acteurs comme la Chine, comme la Russie, qui n'ont pas de discours, en tout cas officiel, sur les questions d'état de droit ou de démocratie, etc. On a vu une jeunesse qui a été en fait, sans coup fait rire, qui allait directement au but, en posant les questions telles qu'elle les conçoit, cette jeunesse-là. Est-ce que vous avez senti un président français un peu dérangé par la franchise du discours tenu par les jeunes invités à ce sommet-là? Pas à ce sommet, à cette rencontre. Alors officiellement, ça a été qualifié de sommet, donc on peut continuer à parler des sommets, quoi qu'on en pense. Est-ce que le président a été dérangé? Bon, on l'a vu peut-être à quelques moments un peu agacé ou surpris, mais j'ai vu beaucoup de réactions aussi, souvent outrées par rapport à cette rencontre, parfois avec des propos très durs sur les jeunes qui ont accepté l'invitation, et des personnes qui se disaient non, tout ça, c'est du montage. Tout ça, c'est préparé. Évidemment, ce n'est pas du montage, mais c'est préparé. C'est-à-dire que les jeunes qui ont conversé avec le président français étaient en France depuis quelques jours et ils l'avaient déjà rencontré avant, disons, la conversation officielle. Donc, évidemment, le président français savait à peu près de quoi on allait parler, savait à qui il avait affaire. Et donc, bien sûr, il y a un niveau de préparation. On n'a pas amené les jeunes directement sur le plateau pour discuter avec le président français. Mais ça se passe comme ça partout lorsqu'on est organisé. On ne met pas un chef d'État en présence d'autres acteurs sans qu'il y ait de préparation. Donc oui, il n'était pas vraiment fondamentalement surpris, mais il a pu être légèrement agacé par rapport à quelques questions peut-être plus dérangeantes que d'autres. Est-ce qu'on peut donc conclure en une perte de l'hégémonie française en Afrique, quand on suit un peu cette jeunesse qui est un peu consciente aujourd'hui? Oui, alors moi j'insiste toujours, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe nous-mêmes dans le piège de considérer un continent comme étant homogène et comme ayant été entièrement colonisé par la France. Non, on parle là de pays
d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale en particulier, qui ont été des colonies françaises. Le continent africain, aujourd'hui, c'est 54 pays. Lorsque vous allez en Afrique du Sud ou même au Nigeria ou au Botswana, vous n'avez pas des jeunes qui pensent tous les jours à la France. Ils connaissent très peu de choses de la France et n'ont pas besoin, disons, d'avoir la validation française pour mener des initiatives très importantes. Et donc, c'est pour moi, la réponse, elle est là, y compris au niveau de la jeunesse d'Afrique francophone. Il faut, je pense, se départir de toutes les positions extrêmement figées. Il faut comprendre que la France est un acteur qui continue à peser dans le monde. Il faut bien sûr développer des relations avec la Chine, avec la Turquie, avec la Russie, avec tous les acteurs, en ayant à cœur nos intérêts. Et nos intérêts, on peut les défendre sans être dans une forme de radicalité. Alors, si on considère que cette sommet ou rencontre avait entre autres pour but de redorer l'image de la France, en tout cas de calmer un petit peu ce sentiment anti-français qui se développe et qui s'enfle au sein de la jeunesse africaine, le fait d'avoir vu des jeunes africains prendre la parole avec beaucoup d'impertinence devant Emmanuel Macron, vous qui êtes juché sur un mirador qui vous offre une vue plus large des interactions dans le continent, peut-on considérer, au regard des réactions au niveau du continent, que ça a été une réussite? Pour qui? Pour la France. Ah d'accord, parce qu'évidemment, il faut préciser pour qui. Je ne sais pas si ça a été une réussite. Et puis, en fait, quand on dit pour la France aussi, il faut nuancer. La France, il y a le président Macron qui est aussi en pré-campagne électorale. Donc, exactement, on peut se poser la question de l'intérêt politique. Tant de jeunes africains s'il n'avait pas un objectif à atteindre. Oui, c'est-à-dire, je fais la distinction entre l'objectif politique du président français et l'agenda de la France aussi. Je veux dire, c'est pas forcément la même chose. Oui. Mais je crois que, en tout cas, ça n'a pas été un échec. La rencontre s'est tenue. Ça a permis, je crois, surtout au président français de confirmer un peu l'image qu'il avait déjà et qui développe aussi en France d'un président évidemment jeune, mais aussi qui est ouvert à la discussion, qui aime le débat, qui aime être confronté parfois. Donc voilà, je pense que ça ne l'a pas desservi politiquement. Mais je crois surtout, et j'ai tenu d'ailleurs à faire une publication là-dessus, je crois qu'il ne faut pas lyncher les jeunes qui ont répondu à l'invitation parce que... Vous avez suivi un peu la réaction au niveau du continent? Comment les jeunes restés sur le continent réagissent-ils à cette initiative? C'est justement ce que je voulais savoir. Oui, moi j'ai vu bien sûr quelques réactions, disons, positives, parfois exagérées par rapport aux déclarations ou à l'audace d'un certain nombre des invités du président Macron, mais j'ai vu aussi beaucoup de réactions très négatives qui considéraient ces jeunes comme étant des vendus, comme étant des traîtres, des collabos. J'ai vu des mots très durs et je pense que c'est assez injuste. Je connais un certain nombre parmi ces personnes qui étaient dans la conversation avec le président Macron. Ce sont des personnes qui développent des initiatives depuis des années dans leurs pays respectifs en prenant des risques. Le réseau Africtiviste de Cheikh Fall, par exemple, travaille beaucoup sur la liberté des médias et sur le développement d'Internet. Je crois qu'il faut respecter cela et ne pas les lyncher simplement parce qu'ils ont accepté cette invitation. Alors le franc CFA était aussi au cœur de ces discussions avec le président français Emmanuel Macron, même si certains jeunes africains qui passent pour être des icônes, des chantres de la lutte, en tout cas anti-franc CFA, n'ont pas été invités à ce colloque. Ça nous offre tout de même une transition pour aborder ce sujet avec vous. Il est question de passer du CFA à l'éco, même si aujourd'hui on observe quand même que les pays anglophones sont en brisbille avec leurs homologues francophones à cause justement de la posture française dans cette question. À votre avis, faut-il abandonner ce débat sur l'éco? Je crois qu'on ne peut pas l'abandonner puisque officiellement l'éco, la monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO a été décidée. En réalité, on n'est plus normalement dans une discussion sur est-ce qu'on fait l'éco ou pas, puisque cela a été décidé depuis plusieurs années par les conférences de chefs. Oui, la démarche a été perturbée. De la France. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne pense pas que la démarche a été perturbée seulement par l'intervention de la France. La démarche a été perturbée également par le manque de clarté dans les positions au sein de la CEDEAO sur la monnaie unique et la volonté d'y aller. Manque de clarté ou de courage? Les deux. Il y a un manque de clarté, il y a un manque peut-être de courage, mais sur des questions comme la monnaie, il ne s'agit pas simplement d'avoir du courage. Sur des questions comme la monnaie, il s'agit
d'anticiper tous les risques qui sont liés. Exactement. Il faut anticiper tous les risques qui sont liés à un changement de régime monétaire, surtout pour des pays qui ont connu, notamment le franc CFA, depuis des décennies. Un tel basculement se prépare, s'organise, ça prend des années. Ce qui est important, c'est de se donner un horizon. Même si c'est dans 10 ou dans 20 ans, moi je dis toujours, on peut décider qu'on va faire l'éco dans 10 ans ou dans 15 ans, mais qu'on le fasse et qu'on respecte, disons, les étapes intermédiaires qui permettent d'aller vers cette monnaie unique-là. Ce qui est extrêmement troublant, c'est lorsqu'on annonce une année et que chaque fois, on repousse les échéances. Parce que là, on a un problème de crédibilité des autorités politiques de notre région et on a un problème aussi de signal qui est donné aux investisseurs, aux acteurs économiques de manière générale, qui ne savent plus aujourd'hui si l'éco se fera ou pas. Puisqu'on a l'impression, disons, d'être dans un moment de grande indétermination par rapport à la réalisation de cette monnaie unique. Et je crois que pour moi, il faut clarifier. Soit on y va, soit on n'y va pas. Si on y va, qu'on se donne un délai qui soit réaliste. Vous entendre davantage élaborer sur la posture des parties prenantes de cette initiative-là de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique anglophone réunie autour du Nigeria, du Ghana, qui a montré très clairement qu'il désapprouve la position de la Côte d'Ivoire avec en sommet la France. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas concrètement où est-ce qu'on va. Est-ce que cet agenda sera respecté? Est-ce que les échéances prévues seront respectées? C'était là le sens même de ma question. Cette initiative, faut-il l'abandonner ou continuer? Mais dans quelles conditions? En fait, je pense qu'il faut identifier les différents obstacles à la réalisation de la monnaie unique. Il y a l'obstacle que vous avez mentionné, qui est réel, c'est le fait qu'on ait eu le sentiment qu'un certain nombre de pays, notamment la Côte d'Ivoire, en tête avec Alassane Ouattara, avec des relations très, très, très fortes avec la France, et on a eu cette déclaration du président Macron à Abidjan en compagnie d'Alassane Ouattara, qui a donné, disons, des indications sur une réforme du franc CFA. Et peut-être sur la naissance d'un éco-CFA, d'un éco qui ne serait pas l'éco en réalité de la CEDEAO et qui serait, disons, le projet commun de l'espace ouest africain. Évidemment, cela perturbe l'agenda. Il y a eu des réactions très claires et très, très négatives de la part des pays anglophones. Je crois que ça, c'est un problème. Mais ce n'est pas le seul. La réalité, c'est que dans la CEDEAO, dans l'espace dans lequel doit se développer la monnaie unique, vous avez un pays qui est le Nigeria, qui est la seule grande puissance. Ça veut dire que lorsque vous regardez le poids du Nigeria, c'est 60% du PIB de la région. Donc, il n'y a pas deux puissances dans la région, il y a une grande puissance, c'est le Nigeria. Donc, ce qui est important, c'est aussi la posture du Nigeria. Et je ne suis pas sûr que le Nigeria soit aussi déterminé que cela, non plus, à aller vers une monnaie unique, sauf si évidemment elle a un contrôle absolu de cette monnaie unique. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Parce qu'il y a eu des déclarations, parce que le Nigeria n'est pas dans le même cycle économique que les autres pays de la région. Le Nigeria est un pays pétrolier et le pétrole, les ressources du pétrole continuent à avoir un impact très important sur les cycles économiques du Nigeria. Et donc aujourd'hui, c'est pas très clair qu'il y a un intérêt pour le Nigeria d'avoir une monnaie unique, puisqu'elle a sa monnaie, le Naira, avec laquelle, évidemment, qu'elle peut ajuster en fonction de la conjoncture économique et notamment en fonction des cours du pétrole. Et de l'autre côté, vous avez des pays qui ne sont pas alignés sur le rythme économique du Nigeria et qui n'ont pas non plus nécessairement envie d'être dans une zone monétaire qui sera de fait, de toute façon, d'abord contrôlée et dirigée par le Nigeria. Je crois qu'il ne faut pas oublier ces questions et ces questions qui sont plus techniques et économiques et simplement voir le problème à nouveau politique qui est réel. Et évidemment, la France n'a pas nécessairement... Il ne faut pas s'attendre à ce que la France nous aide à réaliser une monnaie unique dans l'espace communautaire. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. On ne va pas s'attendre à ce que des puissances aident le continent à être un peu trop unis. Une puissance comme la France qui profite de la situation, du statu quo. Oui, à nouveau. Parce qu'elle conserve les réserves, justement, de cette zone-là. Oui, elle n'a tout à fait aucun intérêt à ce qu'on aille à cette monnaie unique. Oui, mais probablement pas à cause des réserves. Je crois que sur le plan, là encore technique, les réserves, ce n'est pas vraiment le sujet le plus important. Et d'ailleurs, dans le train de réforme du franc CFA, et ça, effectivement, il y a quand même eu des changements qui ont été opérés ces derniers mois, sous la pression, justement, de tous ceux qui demandaient. Quelques gestes cosmétiques pour calmer. Non, c'est pas juste. C'est pas juste.
juste comme vous l'avez dit dans votre présentation, j'anime un think tank et pour moi c'est très important en s'adressant aux populations de la région, c'est très important d'être proche des faits et de ne pas donner l'impression chaque fois que rien ne se passe. Il faut regarder les faits. Il y a eu des réformes qui ont été faites, elles sont insuffisantes, mais il y a eu des réformes qui ont été faites sur la question des réserves, sur la question de la présence des administrateurs français dans un certain nombre d'instances, par exemple au niveau de la Banque centrale. Les Africains en demandent plus, la jeunesse africaine demande plus. Oui, elle a raison d'en demander plus, mais là encore, à nouveau sur les questions monétaires, il ne suffit pas... on donne un placebo à quelqu'un qui est sourd d'une manière oui, mais si on décrète aujourd'hui qu'on sort du franc CFA et qu'on crée une monnaie, vous pensez que de manière miraculeuse, on aura nécessairement réglé les problèmes économiques? Est-ce que vous pensez que le seul problème majeur de nos économies, est-ce que vous pensez que c'est là le franc CFA? Mais pourquoi la France ne nous laisse pas tomber dans notre propre piège, de nous laisser avoir des difficultés? Nous voulons nous laisser décider pour nous-mêmes. Mais pourquoi s'inquiète-elle pour nous à ce point? Pourquoi la France devrait-elle se préoccuper à ce point pour nous? À nouveau, moi, je pense que ce sont des questions légitimes, mais la réponse est très simple. À nouveau, la France, les autorités françaises, le président français, il est élu par les Français pour défendre les intérêts des Français et pour défendre ses propres intérêts pendant qu'il est en tout cas au pouvoir. C'est la réponse ultime. Et donc, toute la politique française à l'égard des pays africains, comme à l'égard des autres pays dans le monde, elle est d'abord orientée par la défense des intérêts français. Si on fait la même chose de notre côté et qu'on est capable d'identifier nos intérêts, c'est à nos chefs d'État que nos jeunes devraient s'adresser. Si nos chefs d'État veulent changer de monnaie, la France ne peut pas, disons, les obliger à rester accrochés au franc CFA. Donc la question, elle est là. On ne peut pas à nouveau s'attendre à ce que la France nous aide à construire notamment une communauté économique dans l'espace CEDEAO où on aurait, disons, peut-être un poids de plus en plus important du Nigeria et où elle pourrait perdre davantage son influence. C'est notre rôle à nous de pouvoir nous organiser mieux et d'être réalistes. Et je crois que ça, c'est très important. Est-ce que cette marche vers la monnaie unique, l'ECO, a des chances d'aboutir quand on sait qu'il s'agit quand même d'une souveraineté économique de l'Afrique de l'Ouest pour laquelle il faut forcément adopter une politique claire, précise et même courageuse? Oui, je pense que c'est ça la vraie question. Le problème lorsqu'on parle que de la France, c'est qu'on ne parle pas des autres sujets. Alors, si on veut construire une monnaie, on construit une zone monétaire dans l'espace CEDEAO, les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est au fond, quelles sont les institutions qu'on met en place pour que tous les États se sentent représentés et puissent travailler ensemble pour faire en sorte que ce ne soit pas perçu comme allant simplement au bénéfice d'un ou de deux pays de la région. Première question. Deuxièmement, quelles sont les étapes intermédiaires que nous devons mettre en place pour qu'une monnaie unique puisse produire les avantages qu'on attend, notamment en termes de stimulation du commerce intra-régional qui est très faible. Troisièmement, comment est-ce qu'on fait pour que la monnaie unique soit en fait essentiellement un instrument d'intégration politique et économique? C'est-à-dire, ce n'est pas la monnaie pour moi qui est importante, ce n'est pas vraiment les avantages économiques, c'est l'intégration politique qui va avec une monnaie unique. C'est ça qui est intéressant pour l'espace communautaire ouest-africain. Je ne suis pas sûr, si on fait des analyses purement économiques, ce n'est pas très clair qu'il y a de grands avantages économiques à avoir une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Mais c'est vrai quasiment pour toutes les parties du monde. Même en Europe, la Côte d'Ivoire même en Europe, on ne peut pas dire que sur le plan strictement économique, ce soit une réussite pour tous les pays. Mais par contre, en Europe, ils ont construit sur des décennies une telle solidarité des institutions, en fait, qui les empêche de faire la guerre. Parce que c'est ça, l'intégration économique, en fait, ça crée des liens tellement forts que ça réduit les possibilités de conflit entre les pays. Et c'est pour ça que pour moi, le projet de monnaie unique au niveau de la CEDEAO, même s'il n'est pas optimal du point de vue économique, pour moi, c'est un beau projet politique parce que ça veut dire que nous nous projetons dans l'avenir, un avenir commun avec le Nigeria, avec le Cap-Vert, avec la Guinée-Bissau et qu'on va éliminer progressivement toutes ces barrières qui sont notamment liées au passé colonial. La CEDEAO, finalement, ne souffre-t-elle pas de ses propres difficultés à être une véritable communauté, lorsqu'on observe aujourd'hui que c'est un ensemble sous-régional qui n'existe que pour les chefs d'État, c'est un syndicat de chefs d'État qui défend les intérêts des chefs d'État et qui a un gros écart entre
les aspirations de chefs d'État-là et les populations. Il n'y a qu'à voir un peu l'attitude de nos chefs d'État chaque fois quand il y a un coup de force quelque part et la réaction des citoyens. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas des vœux pieux, toutes ces initiatives, éco, intégration, ainsi de suite, le tech et tout ce dont on parle au sein de cette communauté? Non, ce ne sont pas des vœux pieux. Je pense que là aussi, il est important quand même d'être proche des faits et de dire que de ne pas avoir simplement une lecture totalement sombre de la situation. Je crois il y a deux choses qui me semblent être justes. La CEDEAO reste en partie un syndicat de chefs d'État, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'ils se soutiennent et que beaucoup de décisions qui sont prises au niveau de la conférence des chefs d'État sont prises en fonction des intérêts politiques des chefs d'État. Ça n'est jamais accompagné de faits réels, d'actes non, concrets. Non, vous ne pouvez pas dire que ce n'est jamais, ce n'est simplement pas vrai. On a un bon exemple, hein, c'est sur Covid, hein, sur les tests Covid. Certes, tous les pays ne l'ont pas appliqué, certains l'ont appliqué avec beaucoup de retard, mais la CEDEAO a quand même... vient de se conformer. Voilà, facile. Mais d'autres pays, la plupart des autres pays l'avaient fait déjà depuis plusieurs mois, à la suite de cette décision de la CEDEAO. Alors, pour trouver d'exemple, vous êtes allé chercher dans la Covid qui a commencé, ça fait à peine 2 ans. La CEDEAO existe depuis, je ne sais pas, juste après ma naissance, et il n'y a pas d'acte concret. Je peux vous donner d'autres exemples. On a parlé de libre circulation des personnes et des biens, ce qui n'a jamais été une réalité. C'est important. Impactant pour la population. Ouais. Je peux vous donner d'autres exemples. Je peux vous donner l'exemple de la libre circulation dans l'espace de la CEDEAO. Là aussi, ce n'est pas évident. C'est pas facile d'aller au Nigeria, de traverser la frontière là-haut vers le Ghana, au Togo, et ainsi de suite. Tout à fait, mais on n'a pas besoin de visa. Même actuellement, entre le Bénin et le Togo, c'est compliqué. On est d'accord, mais si on ne regarde pas... La frontière, ça que personne n'a pu lui dire quoi que ce soit. On est totalement d'accord, mais à nouveau, je crois que si on veut faire avancer nos pays, il faut qu'on regarde les faits et qu'on dénonce tout ce qui ne va pas. Et évidemment, je suis particulièrement critique sur la CEDEAO aujourd'hui, où il y a un problème de leadership politique au niveau régional, très clair. On n'a pas de moteur aujourd'hui dans l'espace communautaire. Moi, je n'entends aucun dirigeant de la région qui a un discours fort sur l'intégration. Depuis des années, on n'a plus de moteur. Que le Nigeria a failli à sa mission, puisque c'est le Nigeria qui est quand même la première puissance de la sous-région, qui est même une des puissances du continent. Tout à fait. On ne peut pas parler de la faiblesse de la CEDEAO sans parler de la faiblesse du Nigeria. Je dis souvent, lorsqu'on parle de faiblesse de la CEDEAO, de ces dysfonctionnements, qu'il ne faut pas oublier que la CEDEAO, elle ne peut pas être exceptionnellement efficace si les États membres ne le sont pas. Et elle ne peut pas faire grand-chose si on n'a pas des États et à leur tête, disons, des leaders qui sont convaincus de l'intégration régionale et si on n'a pas aussi, après, une capacité de mise en œuvre. Lorsque vous prenez des décisions au niveau régional, la mise en œuvre, elle est toujours faite ensuite au niveau national. Donc, si les États ne se réforment pas, ne sont pas plus efficaces, la CEDEAO peut prendre des décisions, mais ça n'impactera pas les populations. Et le Nigeria, de ce point de vue, a effectivement un rôle majeur à jouer, qui ne joue pas en grande partie parce qu'il est confronté lui-même à des problèmes très importants. Vous parlez d'exemples et je vais quand même souligner ça, c'est parce que c'est important. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les conflits armés. On ne peut pas rayer d'un trait le travail que la CEDEAO a fait pendant des décennies pour résoudre des conflits. Exactement. Le Comog a vécu. Oui, Libéria, Sierra Leone, etc. Mais c'est important de regarder ça pour savoir qu'on peut faire des choses. Si on est totalement dans la désillusion, on donne le signal aux jeunes qu'on ne peut rien faire. En réalité. C'est pas vrai. Il y avait surtout l'armée nigériane, mais il y avait aussi d'autres armées. Toute zone d'intégration fonctionne avec des locomotives. Donc, qui a eu l'armée nigériane, c'était normal. Le problème aujourd'hui, c'est que l'armée nigériane elle-même, elle est faible. On sait très bien qu'il y a des problèmes énormes de corruption. Et évidemment, on voit qu'elle est assez incapable elle-même de ramener suffisamment de sécurité au Nigeria. Donc c'est très clair que tant que le Nigeria sera aussi fragile à l'intérieur de ses frontières, évidemment, il n'aura pas la possibilité également de jouer un rôle important constructif au niveau de la région. C'est peut-être une colle, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que lorsqu'on tient compte de l'histoire du Nigeria et que l'analyse que vous avez faite tout à l'heure par rapport à son état sur le plan économique, est-ce que ce pays a vraiment une vocation de leader dans une communauté, peut-être jouer vraiment le rôle, le Nigeria a joué le rôle d'une locomotive pour conduire cette communauté ouest-africaine que nous appelons de tous nos voeux?
Votre question m'amène à nouveau à rappeler l'importance d'être nuancé et de regarder les situations dans leur complexité et dans leur entièreté. Le Nigeria, c'est à la fois, pendant des années, c'était Boko Haram. Aujourd'hui, en réalité, c'est plutôt ISWAP et d'autres groupes armés. C'est de la corruption, c'est de la criminalité, c'est du trafic de drogue. C'est une image qui est assez négative. Mais le Nigeria, c'est aussi Nollywood, c'est l'industrie culturelle et créative la plus importante du continent. Le Nigeria, c'est toutes les stars que vous connaissez dans la musique et dans différents arts. Le Nigeria, c'est une population qui est telle que les économies d'échelle sont tellement importantes que même si vous réussissez à mettre en place une entreprise qui vend des sachets d'eau au Nigeria, vous pouvez devenir multimilliardaire. Ce que je veux dire, c'est que le Nigeria... Il y a souvent des problèmes d'approvisionnement en produits ouvriers. Oui, mais on ne peut pas... agricole. Absolument. Mais attention, le Nigeria, pendant les 10-15 dernières années, a réinvesti beaucoup dans l'agriculture. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la composition de son PIB, on a à peu près le pétrole, le secteur pétrolier, c'est à peu près 25%. C'est plutôt lorsqu'on regarde les statistiques, disons, de commerce, etc., d'exportation, qu'on a eu une dominance absolument outrancière du pétrole et du gaz. Ce que je veux dire, c'est que le Nigeria, c'est aussi le pays dont la population et les projections de population dans les 30 prochaines années, c'est le pays qui est une locomotive de l'industrialisation, qui peut être une locomotive de l'industrialisation dans l'ensemble de la région. Il faut que les pays qui sont dans la région soient conscients de cette capacité de faire quelque chose d'absolument positif avec le Nigeria. Il faut que le Nigeria aussi s'intéresse beaucoup plus à son espace régional et qu'on construise ensemble un avenir. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir une vision seulement négative du Nigeria, parce que si on l'a, c'est qu'on ne comprend pas. Pendant ce temps-là, pendant qu'on parle, les Turcs, les Allemands, les Américains, les Français, tout le monde connaît l'importance du Nigeria du point de vue économique et ce que ça va être dans quelques décennies. Est-ce que finalement l'Afrique de l'Ouest n'a pas intérêt à se mettre sous le Nigeria? Il ne s'agit pas de se mettre sous le Nigeria, mais à nouveau, il s'agit de construire un avenir ensemble. Parce que le Nigeria a déjà sa monnaie, le Naira. Et le Nigeria n'a peut-être pas envie de se départir de cette monnaie-là. Oui, ce sont des choix. À nouveau, l'une des options pour l'éco, c'est ce qu'on appellerait un peu un éco Naira, c'est-à-dire ce sera un éco dont on accepterait qu'il soit... Enfin, il ne sera pas remis au Naira, c'est-à-dire le Naira va disparaître, mais l'éco va être une sorte de nouveau Naira dans l'espace régional et avec une politique monétaire qui va être essentiellement guidée par le Nigeria. De toute façon, si on construit cette ce qui n'arrange pas forcément la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez le sentiment que des pays... Oui, mais je crois que c'est un peu une vision un peu courte de dire, voilà, ceci n'arrange pas tel ou tel pays. Lorsqu'on construit quelque chose, on le construit pour le futur. Si on décide de faire une monnaie éco, ce n'est pas pour les 5 prochaines années ou pour les 10 prochaines années, c'est pour au moins un siècle. Ça veut dire qu'on ne va pas dire non, ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire, ça ne va pas arranger tel ou tel pays. Dans ce cas, on ne fera jamais l'intégration régionale. Il faut qu'on pense en termes de qu'est-ce que ça apporte aux populations ouest-africaines. Ça veut dire qu'on aura aussi dépassé dans les têtes le fait de dire, voilà, nous, on va s'intéresser aux populations béninoises, on va s'intéresser aux populations nigérianes ou aux populations de Guinée-Bissau. Ça veut dire qu'on se projette à nouveau dans l'avenir en disant, certes, nous avons notre histoire, nous gardons nos nationalités respectives, mais nous voulons ajouter une nouvelle identité qui serait une identité ouest-africaine. C'est quelque chose qu'on crée. Et je crois que ça, c'est assez stimulant comme projet. Vous êtes très optimiste, je trouve. On dit que le poisson pourrit par la tête. Ce sont les dirigeants, le syndicat, les chefs d'État qui prennent les décisions. Non, je ne suis pas optimiste. Je pense que nous devons travailler à créer l'avenir que nous voulons. Les populations sont un petit peu accoutées dans leurs différents territoires qui ne collaborent pas forcément, même si c'est vrai. Comparaison n'était pas raison. Il y a des endroits où on vit vraiment de parfaits exemples d'intégration sous-régionale. Je voudrais quand même qu'on s'intéresse aussi à ce que vous réalisez au sein de votre think tank, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps, docteur Yabi. D'où est partie l'idée du site Bénin Politique et en quoi votre think tank est-il différent de ceux qu'on voit un peu partout Alors, avant de parler de Bénin Politique, évidemment, je parlerai de Wati, qui est donc le think tank citoyen ouest-africain que j'anime depuis quelques années, avec une équipe qui est basée à Dakar, mais aussi avec des consultants dans différents pays. Ce qu'on essaie de faire avec Wati, c'est de créer une plateforme qui soit ouverte à tout le monde. Tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre région ouest-africaine peuvent collaborer avec Wati en envoyant des articles, en émettant des idées. C'est une plateforme de réflexion et d'action collective. Moi, je suis convaincu
que l'action, elle se nourrit d'idées. On n'oppose pas les deux, et c'est probablement parce qu'on ne nourrit pas suffisamment nos actions individuelles et collectives d'idées qu'on n'arrive pas à obtenir des résultats. Donc Wati, c'est d'abord ça. C'est aussi un état d'esprit. Vous avez parlé d'optimisme tout à l'heure. Je ne suis pas nécessairement optimiste, mais j'estime que, à nouveau, si on veut un Bénin, par exemple, meilleur pour nos enfants dans 5 ou dans 10 ans, ça dépend de ce que nous faisons maintenant. Donc je crois à l'action collective et je crois évidemment aussi aux responsabilités individuelles. Mais Wati, c'est un espace donc, qui permet de faire ressortir cet état d'esprit autour des idées, autour des connaissances, des savoirs. C'est un espace où tout le monde peut aller chercher sur le site de Wati, mais aussi sur nos autres sites dont je vais parler dans un instant, des connaissances sur les différents pays de la région et sur toute une série de thèmes. Contrairement à la plupart des think tanks, donc les laboratoires d'idées, nous ne travaillons pas seulement sur la sécurité ou sur l'économie ou sur la situation des femmes. Nous travaillons sur tous les sujets parce que nous estimons que tous les sujets sont liés et que c'est bien d'avoir dans nos sociétés des hommes et des femmes qui, au-delà de leurs spécialités respectives, s'intéresse un peu à tout. Parce que c'est cette masse critique-là qui finit par changer. Partout, vous touchez à toute la thématique possible. Absolument, parce qu'on estime qu'il faut à nouveau cette forme d'intelligence collective dans nos sociétés et nous estimons que plus on aura à nouveau des personnes dans tous les pays de la région qui soient au fait des enjeux économiques, politiques, sécuritaires, sociaux, de santé, d'éducation, plus ces personnes pourront agir par eux-mêmes, mais plus aussi ces personnes pourront mettre la pression gentiment sur les gouvernants. Sur votre site Bénin Politique, j'ai la chance d'avoir vos travaux sur les différentes thématiques, les situations qui prévalent dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Alors du coup, j'ai envie de vous demander ce qu'on peut retenir des entretiens sur la dynamique locale au Bénin, par exemple, parce que vous vous intéressez aussi beaucoup au Bénin. Oui, nous nous intéressons beaucoup sur le site béninpolitique.org aux dynamiques locales, mais en fait, comme on le fait sur le site Sénégal Politique, on a un site sur le Togo et sur la Côte d'Ivoire et la Guinée également, et nous avons un site aussi sur l'état de droit en Afrique francophone. Ce sont des sites en partenariat avec la fondation allemande Konrad Adenauer. Et pour nous, notre vision de la démocratie, c'est une démocratie qui n'a pas comme composante essentielle les élections. C'est une vision de la démocratie qui est substantielle. Donc ça veut dire gouvernance démocratique, ça veut dire créer un nouveau lien entre les populations et les gouvernants. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux régions, parce qu'on estime que les politiques au niveau local sont un moyen finalement de créer ce nouveau lien entre les populations et les gouvernants. Donc sur le site Bénin Politique, il y a des entretiens avec des élus locaux, des maires, des adjoints aux maires, Semek Bodji, Grand Popo, Agbangandan, de Djougou également. Djougou, entretien très intéressant avec le maire de Djougou sur les menaces aussi terroristes. Absolument. Parce qu'à nouveau, c'est très important pour nous de montrer les faits, de pousser les gens à regarder ce qui se passe dans nos pays, à analyser par eux-mêmes, de donner la parole à ceux qui sont sur le terrain. C'est pour ça que les maires et les personnes à nouveau qui sont dans ces localités, on doit les écouter. C'est parce qu'on ne l'a pas fait dans beaucoup de pays de la région qu'on est aujourd'hui dans une situation de grande insécurité dans beaucoup de pays du Sahel, avec une réelle menace sur les pays côtiers dont le Bénin. Donc ces entretiens, c'est une manière de montrer ces dynamiques locales, mais c'est aussi pour nous une manière de valoriser toutes les régions, tous les départements du Bénin. C'est très important d'un point de vue économique de valoriser nos régions et de sortir, disons, un peu de la capitale. Vous évoquez tantôt l'entretien avec le maire de Djougou. Quelle lecture faites-vous de la poussée du terrorisme dans la sous-région ouest-africaine? Alors, grande inquiétude. J'ai personnellement travaillé beaucoup à nouveau sur les conflits armés et sur les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest. J'ai vécu au Mali avant la crise, et lorsque je regarde le Mali aujourd'hui, évidemment, je suis extrêmement peiné de voir l'état du Mali, parce que on voit pas vraiment de perspective en réalité d'amélioration. Quasiment quoi qu'on fasse, la situation va rester difficile pendant longtemps. Et comme elle va rester difficile au Mali, les autres pays aussi vont rester extrêmement vulnérables. Le Burkina Faso, en 4-5 ans, a complètement changé. Au Burkina Faso, il n'y avait pas d'histoire de violence politique de cette nature-là. Il y avait bien sûr des conflits, mais très individuels. On connaît l'histoire du Burkina, mais il n'y avait pas de violence, disons, au niveau des populations. Aujourd'hui, on a un pays qui est extrêmement fragile, qui est le Burkina Faso, et qui est aussi d'ailleurs voisin du Bénin. Donc lorsque vous regardez les pays qui sont concernés par le terrorisme et les groupes armés,
et pas seulement le terrorisme. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut voir l'ensemble des menaces sécuritaires. On a des groupes armés qui ne sont pas seulement des groupes djihadistes. On a aussi des milices communautaires qui représentent un grand danger dans beaucoup de pays de notre région. Mais il faut voir, à côté de cette question des menaces sécuritaires, il faut voir aussi les questions politiques. On a des coups d'État. On a le sentiment aujourd'hui d'une véritable désillusion de la part des populations. On a des reculs de l'état de droit. Pour moi, c'est préoccupant. L'état de droit, c'est ce qui nous protège tous de l'arbitraire. Et je crois que c'est dangereux d'avoir aussi ces régressions dans beaucoup de pays de la région. Donc oui, il y a des raisons d'être préoccupé aujourd'hui lorsqu'on regarde la conjonction des questions sécuritaires, la présence de groupes armés, et lorsqu'on regarde les faiblesses de nos États et parfois aussi des problèmes de leadership politique. Est-ce possible, selon vous, de changer la donne? Quand on voit un peu le tableau que vous avez peint de cet extrémisme religieux. Honnêtement, je ne me pose pas la question si c'est possible de changer la donne. Bien sûr que c'est possible de changer la donne. Si on décide que ce n'est pas possible, on ne fait plus rien. Chacun s'occupe de ses propres affaires, de sa propre famille, de ses propres activités. Moi, je crois à l'intérêt général et je crois qu'on doit convaincre tous les citoyens de notre région ouest-africaine que la poursuite des intérêts individuels n'est pas contradictoire avec la poursuite de l'intérêt général. Il faut qu'on construise des biens communs. La sécurité, c'est un bien commun et la santé, c'est un bien commun. L'éducation, c'est un bien commun. Sur toutes ces questions-là, nous devons travailler. C'est la seule réponse, c'est que nous devons travailler. Nous devons avoir le maximum de connaissances, continuer à apprendre des autres également et à partir de là, agir, faire des réformes, faire des changements dans la manière dont nous gérons nos pays sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, social et culturel. Il y a des recommandations que nous avons déjà formulées. Maintenant, il faut évidemment qu'elles soient portées suffisamment par beaucoup de personnes pour qu'on puisse les traduire en action. Et puisque nous évoquions cet entretien que vous avez eu avec le maire de Djougou, il est aussi concerné par un des sujets brûlants de l'actualité en ce moment au Bénin. Il s'agit de cette réforme de la décentralisation. Alors, au cours de vos travaux de recherche, est-ce que vous avez pu avoir le sentiment que les territoires sont librement administrés dans le sous-continent ouest-africain et particulièrement au Bénin? Bon, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, la décentralisation. On le fait beaucoup au Sénégal et bien sûr aussi au Bénin avec le site Bénin Politique. Je crois que les derniers entretiens au Bénin montrent bien que les maires ont le sentiment que leur espace, se réduit. Évidemment, lorsque vous n'avez pas un contrôle sur les ressources, par exemple, vous ne pouvez pas faire grand-chose, même si vous souhaitez faire des choses au niveau local. La décentralisation n'a pas de sens si les communes, les collectivités décentralisées n'ont pas les moyens de s'administrer. Et là aussi, je dois dire qu'effectivement, on a le sentiment d'avoir peut-être une régression. Au Sénégal, il y a eu plusieurs étapes dans la décentralisation et on voit bien, on a l'acte 3, on dit, de la décentralisation au Sénégal. Il y a des progrès qui ont été faits réellement pour donner de plus en plus de pouvoir et de possibilités aux communes, mais même là, on voit bien que la question des ressources reste extrêmement délicate et que les États ont du mal finalement à laisser les communes avoir accès aux ressources. Je crois que ce qu'on attend de la décentralisation, c'est aussi un contrôle citoyen plus facile, puisque les élus sont plus proches. C'est ça la base, disons, de la volonté décentralisée. Je crois qu'il faut qu'on travaille aussi sur ces questions de budget participatif. Ça fait quand même 2 décennies au moins que la décentralisation est en train d'être expérimentée au Bénin, mais le contrôle citoyen a toujours du mal à prendre. Comment cela peut-il s'expliquer? Je crois que, d'une part, évidemment, s'il n'y a pas en réalité beaucoup de marge de manœuvre au niveau local, bon, les citoyens aussi... Ils ont du mal à contrôler l'action de leurs élus, pourtant ils sont proches. Comment cela s'explique? Pourquoi cette incapacité des citoyens à contrôler leurs ressources alors qu'ils sont très liés à ça, ils sont très proches? Oui, à nouveau, le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait des ressources déjà au niveau local et qu'elles soient décidées au niveau local. La compétence ne sont toujours pas transférées. Voilà, exactement. Le deuxième élément, c'est les ressources humaines. Lorsqu'on parle de ressources au niveau local, pour moi, c'est très important de mettre l'accent sur les ressources humaines. Vous avez beau avoir des ressources financières. Si vous n'avez pas de ressources humaines au niveau local et vous avez de l'argent, ce qui va se passer, c'est que l'argent va être détourné. Donc, ça ne va pas non plus être très efficace. Mais le troisième élément, c'est une forme effectivement d'apathie des citoyens et je crois que pour ça aussi il y a des réponses institutionnelles qu'il faut inventer au niveau local comme au niveau national. Je crois aujourd'hui on voit la limite de l'accent qui a été mis pendant trop longtemps dans nos pays sur les processus électoraux. On élit un président, on élit un maire et puis après on attend la prochaine élection. Je crois qu'aujourd'hui on doit réfléchir à des institutions qui vont permettre d'avoir quasiment au quotidien
une implication des populations dans les choix. Mais évidemment, pour ça, il faut qu'ils soient informés. Et c'est un peu le travail qu'on essaie. C'est un peu que quand il s'agit d'élections. Après, on va qu'à autre chose. Est-ce que ces réformes-là peuvent induire, selon vous, des réformes? Et donc, un peu comme les réformes auxquelles on assiste en ce moment sur la gouvernance au niveau des maires, des mairies? Oui, mais je crois qu'il faut, pour moi, une réflexion qui dépasse le niveau local. Il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse vraiment à nos institutions politiques de manière générale, à nos pratiques politiques de manière générale. Je crois que le fait parfois de voir chaque fois un petit bout de réforme ici, sur les partis politiques, sur la décentralisation, sans nous asseoir pour regarder pendant 20 ans, pendant 30 ans, comment est-ce qu'on a géré le politique au niveau national et au niveau local? Qu'est-ce qu'on trouve qui, disons, nous empêche de réaliser nos objectifs au profit des populations? Et une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on peut réfléchir, on peut mettre en place de nouvelles institutions qui permettent à nouveau d'avoir cette forme de... Je parle souvent de changement du rapport entre les gouvernants et les gouvernés. C'est pour moi le cœur de la démocratie que nous devons construire. Pour ça, il n'y a pas, je pense, de recette à aller chercher. D'ailleurs, nous pouvons inventer nous-mêmes des institutions additionnelles à celles que nous avons déjà pour qu'on ait une démocratie qui soit à nouveau nourrie par le débat public. Je crois au rôle de l'information, je crois au rôle du débat public. La démocratie, ça doit être le débat. Le débat n'est possible que si on a des informations qui sont disponibles par les citoyens et si on a des institutions qui permettent de protéger cet espace de débat public. Lorsqu'on a un rétrécissement de l'espace de débat, je pense qu'on est en danger. On a un peu éludé la question de la Covid à cause du temps, mais j'ai quand même envie de vous demander de vous prononcer un peu sur l'absence de l'Afrique dans ce business du vaccin. Oui, alors absence de l'Afrique dans le business du vaccin, mais je dois dire de manière générale dans le business des médicaments, dans le business des vaccins. Mais les vaccins, c'est pas une nouveauté. Je rappelle, on a quand même... Qui ne sont pas des puissances également créé le vaccin. Je le dis en pensant par exemple au Cuba. Comment ça se fait qu'à l'échelle continentale, on n'ait quand même pas pu impulser une initiative au niveau du continent africain? Oui, mais enfin, il ne faut pas s'étonner. On a différents secteurs où on peut se poser la même question. Lorsqu'on regarde les ressources naturelles qu'on ne transforme toujours pas dans beaucoup de pays de la région, la Guinée avec le bauxite, mais on peut le dire de beaucoup de pays où on continue à transformer, à exporter de la matière brute. On sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'on réussira à avoir suffisamment de valeur. Donc, ce qui se passe au niveau des vaccins est le reflet de ce qu'on n'a pas fait pendant des décennies dans nos pays en termes d'éducation, de système de formation, de recherche. On insiste beaucoup à Wati sur la recherche scientifique. Donc, il n'y a pas de miracle. On ne construit pas une industrie du vaccin en 1 an ou en 2 ans lorsqu'on a une crise. Ça se construit sur 10, sur 20 ans. Cuba, que vous signalez, c'est intéressant. C'est un cas particulier. Cuba s'est toujours distingué par un accent très fort sur la santé. Oui. Donc, ce n'est pas très étonnant que Cuba, effectivement, ait pu développer un vaccin parce qu'ils ont des ressources humaines très qualifiées dans le domaine de la santé. Ça ne va pas un petit peu choquer un peu sur le continent africain, un continent quand même qui abrite l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, quand même. Pourquoi en Afrique on ne peut pas travailler ensemble? Oui, alors je crois que là encore, lorsqu'on regarde les faits par rapport au vaccin, il y a quand même des pays qui ont réussi à mettre en place une industrie. Et ils ne fabriquent pas eux-mêmes, notamment, vous avez évoqué le Maroc, ils reçoivent de la Chine. Oui. Ils ont très vite, d'ailleurs, développé ce partenariat. Ils reçoivent de la Chine, disons, l'ingrédient de base du vaccin, oui, mais ils produisent au moins localement. C'est une première étape qui est intéressante. L'Afrique du Sud le fait également. Oui. Et donc, à nouveau, il faut penser en termes d'étapes. Le Maroc, la Tunisie ont développé des industries qui sont importantes. Le Nigeria a aussi une industrie du médicament. Le problème, c'est à nouveau la capacité, effectivement, au niveau africain, à penser de manière stratégique et à réussir à travailler ensemble. Si on ne met pas l'accent sur la recherche, si on ne met pas l'accent sur l'éducation, on ne pourra pas construire, disons, une industrie du médicament, une industrie du vaccin, etc. Et on continuera à être invité dans les sommets chez les pays occidentaux. La question aussi, c'est de savoir si l'Afrique a réussi quand même, c'est le cas du Bénin, a réussi à gérer comme cette crise-là sanitaire de Covid-19. Ailleurs, on a assisté à des confinements. Le Bénin a pratiqué cordon sanitaire avec quelques appuis à des secteurs clés. Est-ce que pour vous, le Bénin a réussi au rang d'autres pays à gérer cette crise sanitaire? Oui, je crois que sur ce plan-là, le Bénin a plutôt bien géré la crise. Mais on a vu, disons, une poussée relativement récente tout de même.
au niveau des contaminations. Bon, mais on l'observe dans beaucoup de pays. Donc, je crois que par rapport à la crise sanitaire, finalement, on l'a vu partout dans le monde, personne n'était préparé. Et donc, tout le monde a tâtonné, y compris, pour le coup, les puissances beaucoup plus organisées, avec beaucoup de moyens, ont aussi beaucoup tâtonné parce qu'on ne connaissait pas le virus. Et donc, c'était très difficile de savoir ce qu'il fallait faire pour à la fois protéger les populations du virus, mais aussi faire en sorte que les populations ne meurent pas à cause des mesures de confinement, etc. Et donc, le Bénin a effectivement trouvé une voie intermédiaire qui a, je pense, protégé l'essentiel et qui a aussi permis à l'économie de continuer à fonctionner. Mais je crois qu'il faut rester extrêmement prudent. La crise sanitaire n'est pas terminée, le virus continue à circuler, donc il faut absolument rester prudent. C'est vrai, moi, on n'a pas vu le temps passer, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission. On a toujours envie de continuer cette discussion, tellement vous êtes intéressant. On espère vous retrouver incessamment. Alors, on va quand même vous laisser dire un mot de la fin. Alors, oui, 2 mots de la fin. Le premier, c'est évidemment d'inviter tout le monde à nouveau à visiter les sites de Wati et les autres sites, notamment le site Bénin Politique, pour apprendre, parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est de développer cet accès à la connaissance, à l'information, à l'analyse, et aussi annoncer, disons, qu'il y aura aussi un certain nombre de rendez-vous virtuels. On fait beaucoup de webinaires, donc de réunions virtuelles ouvertes à tout le monde sur le Bénin. Le premier, ce sera autour des questions d'emploi, de formation professionnelle, et évidemment c'est déterminant pour la jeunesse. Et le deuxième rendez-vous, ce sera autour des questions sécuritaires justement aux frontières, et on aura, disons, un certain nombre d'invités béninois qui vont participer à ces discussions. Donc restez, disons, connectés à ce que fait Wati et considérez que c'est pas un cercle, c'est un demi-cercle, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tout le monde. Merci, Dr Gilles Yabi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, économiste, et que vous êtes le fondateur donc de ce think tank Bénin politique.org, mais aussi Wati. Wati.org. J'ai failli oublier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'être passé sur le plateau de Zone Franche, les amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis aussi bien sur Canal 3 Bénin, mais aussi sur les radios partenaires à l'intérieur du pays, Fraternité FM, entre autres, à Parakou, Kandi FM, Solidarité FM à Djougou, et sur le www.canal3television.com et sur nos différentes plateformes digitales. Merci, portez-vous bien et à bientôt.